Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 juillet. Le titre du jour est « Aucun signal baissier à l'horizon ». En effet, en début de semaine, lundi, les États-Unis étaient fériés et les indices européens ont reculé un petit peu sous leur résistance. Mardi, avec les gels des fonds immobiliers en Angleterre, avec les banques italiennes dans la tourmente, avec la baisse du pétrole, eh bien mardi et mercredi hier, nous avons eu des prises de bénéfices appuyées, les indices US sont revenus sur des supports, les indices européens ont fait de même. Et même si la baisse a pu paraître violente, la baisse de mardi et de mercredi n'était qu'à la hauteur de la hausse précédente, car je vous le rappelle, la semaine dernière, entre le plus bas et le plus haut de la semaine, le CAC 40 avait gagné pratiquement 10%. Donc voilà, nous sommes dans des marchés volatiles, mais comme je vous l'ai expliqué hier, il était urgent d'attendre. C'est un concept important en bourse. En effet, hier, je vous ai montré que le CAC et le DAX allaient arriver sur des supports clés. La zone des 4080-4100 sur le CAC, la zone des 9350 sur le DAX. Je vous ai expliqué que la volatilité, le VIX, n'était pas en train de décaler nettement à la hausse, que le yen, l'or et le dollar étaient recherchés, mais dans des proportions gardées. On ne pouvait donc pas dire qu'on était hier dans un marché de peur, de forte aversion au risque. On était hier dans un marché de prise de bénéfices, de retour sur les supports. Les supports ont été testés. La Fed hier, dans son communiqué, a été particulièrement complaisante. Et cela a donc fait repartir les indices à la hausse et baisser le dollar. On a donc eu un rebond technique sur les paires en dollars et notamment l'euro-dollar qui testait hier le seuil des 1,1030. Donc voilà pour cette introduction. Bienvenue à tous pour cette émission en direct. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. La matinale est une émission qui existe depuis novembre dernier. Cela fait 8 mois que nous faisons des émissions ensemble. Et depuis 8 mois, le nombre de personnes en live et sur YouTube ne fait qu'augmenter. Et je vous en remercie tous. Je ne vais pas dire du fond du cœur, mais je vous remercie tous chaudement donc pour le fait que vous appréciez cette matinale. Et nous allons pouvoir débuter. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je répondrai bien évidemment à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le S&P 500 reprend les 2100 points ce matin à la hausse après les minutes du FOMC hier soir. Je vous expliquais mardi que tant que le SP500 était au-dessus de sa moyenne mobile à 15 séances à 2075 points, il était particulièrement haussier et il pouvait repartir à la hausse à tout moment. Le SP500 a pris appui sur cette fameuse moyenne mobile. Les minutes de la Fed étaient particulièrement complaisantes et on est donc reparti à la hausse dans le sens de la tendance de fond qui, je vous le rappelle, aux États-Unis est haussière à moyen terme et à long terme. Le DAX et le CAC 40 ont respectivement réagi sur leur support à 9350 et 4070 points respectivement. Nous sommes dans des ranges, les indices sont neutres et ils ont réagi sur les supports. Si ces supports venaient à céder dans les séances à venir, alors il y aurait de l'aversion au risque, des scénarios baissiers potentiels et plus de chutes. Néanmoins, tant que les supports tiennent, eh bien, les acheteurs peuvent reprendre la main et c'est ce qu'ils tentent de refaire aujourd'hui. Le pétrole brut gagne 200 points en fin de séance hier pour clôturer à 47,50 $ avant les stocks. Le pétrole était en train de tester sa zone de soutien à 45,8 hier. Il était sur le fil du rasoir. Et les cours du pétrole semblent s'être resynchronisés avec les cours des actions.
Les actifs risqués sont repartis à la hausse en fin de séance, les actions et le pétrole de concert, et ils ont tenu les supports. Le pétrole sera bien évidemment le catalyseur du jour, puisque cet après-midi, à 17h, nous aurons les stocks de pétrole qui devraient engendrer de la volatilité. Le blé confirme son support pluriannuel à 410 cents par des chandeliers haussiers. Nous avons vu que le blé était de retour sur un support énorme, un support clé testé à de très nombreuses reprises ces 15 dernières années. Les cours du blé ont baissé de 520 à 410 cents, ils ont perdu 20% en l'espace de 4 semaines. Ils sont venus tester le support pluriannuel que j'avais mis en avant. Les cours ont réagi pour le moment. Et si ce support venait à tenir, eh bien, cela pourrait être le point de départ d'un rebond majeur sur les cours du blé. La baisse de l'euro s'est arrêtée sur le support des 1,1030. On avait vu une résistance à 1,12. Il y a un support à 1,1030. On s'est stabilisé entre les deux. Et je pense que le sort de l'euro sera scellé demain avec la publication des chiffres du chômage mensuel aux États-Unis à 14h30. D'ailleurs, je vous le rappelle, demain à 14h15, on fera un live NFP. N'oubliez pas d'aller vous enregistrer sur le site de CMC Markets. En termes d'actualité macroéconomique, la Fed botte en touche sur les taux et patiente en vue d'accumuler davantage de données, notamment sur le marché de l'emploi pour pouvoir agir à terme. Vous l'aurez compris, la Fed, à cause des chiffres récents en demi-teinte, prend son temps. La Fed note également des éléments exogènes de déstabilisation comme le Brexit ou encore les banques italiennes dans la tourmente, et elle préfère donc botter en touche, ce qui a permis aux indices de repartir à la hausse et au dollar de repartir à la baisse. Les emprunts italiens à risque représentent plus de 360 milliards d'euros. C'est la raison pour laquelle les bancaires italiennes sont autant sous pression. La plus vieille banque d'Europe, Monte dei Paschi, perd 75% depuis le début de l'année. Le gouvernement italien pourrait se porter au secours des banques à hauteur de 150 milliards. Vous comprenez donc que les bancaires en Europe sont dans une situation historique, que les bancaires en Italie devraient continuer d'inquiéter. Néanmoins, si le gouvernement venait à se porter à l'aide des bancaires, eh bien cela pourrait juguler les craintes à court terme. Les banques espagnoles et allemandes sont à leur tour sous pression au sujet de leur solidité. Donc je pense que les opérateurs vont vraiment donner de l'importance aux stress tests qui vont être réalisés par la BCE à la fin du mois de juillet. Ainsi, on verra la solidité des banques françaises, nordiques, allemandes, espagnoles, italiennes. Et il sera alors nécessaire peut-être que les gouvernements ou la BCE se portent à leur chevet. Les futurs sur les Fed Funds n'anticipent plus qu'à 12%, un relèvement des taux d'ici décembre. Alors attention, les futurs sur les Fed Funds, on a vu qu'ils étaient très volatiles. Au mois de mai, il y avait eu des bons chiffres aux États-Unis et la probabilité d'une hausse de taux en juin avait alors explosé avant de retomber à zéro lorsque les États-Unis avaient publié des créations d'emplois autour de 38 000 créations d'emplois début juin. Je ne sais pas si vous l'aurez noté, mais récemment, on a eu de très bons chiffres américains. La confiance du consommateur est ressortie à 98, bien au-dessus des attentes à 93. Hier, on a eu des ISM qui étaient également très bons. Donc, si le NFP de vendredi devait être supérieur à 150 000 créations d'emplois, eh bien, la probabilité d'une hausse de taux d'ici la fin de l'année pourrait repartir à la hausse. Standard & Poor's estime que la notation AAA de l'Australie est à risque. Bien évidemment, c'est quelque chose qui peut peser un petit peu sur le dollar australien ou l'indice australien. Il n'y a plus dans le monde que 12 pays, je crois, qui ont la notation AAA, sauf qu'avec la baisse de la croissance dans de très nombreuses zones et avec l'endettement à outrance que réalisent les différents États, que ce soit la Chine, que ce soit l'Australie, que ce soit la France, etc., eh bien, les notations AAA tendent à disparaître de plus en plus. Et puis en Angleterre, on assiste à une poursuite de la fermeture des rachats sur les fonds immobiliers britanniques avec Columbia Threadneedle qui a bloqué ses fonds. C'est le 4e ou le 5e fonds britannique
à bloquer justement ses avoirs. C'est une situation qui est très particulière. En Angleterre, en fait, les prix de l'immobilier ont cru de plus de 100% ces dernières années, depuis 2008. Ils ont, l'année dernière, dépassé leur plus haut de 2008. On assiste vraiment à une potentielle bulle immobilière en Angleterre. Or, avec le Brexit, nombreux sont les personnes qui ont voulu vendre leurs biens, ou nombreux sont les investisseurs qui ont voulu se retirer des fonds spécialisés dans l'immobilier. Et quand tout le monde veut se retirer au même moment, eh bien évidemment, ça entraîne des situations exceptionnelles et c'est ce qui a engendré ces fermetures de fonds britanniques. Côté entreprise, Bayer pourrait relever de nouveau son offre sur Monsanto après l'étude de ses comptes, nous dit Bloomberg. Airbus a annoncé 183 commandes sur 6 mois. Néanmoins, la société envisage 650 commandes sur l'année. Donc ça veut dire qu'elle est à peine à elle est à peine à 30% en fait de son objectif. Donc il va falloir vraiment que le carnet de commandes se garnisse au deuxième semestre. Marie Brizard sort de son plan de redressement avec 5 ans d'avance. Société Générale va vendre Banque République en Géorgie à un groupe chinois, Hualing Trade and Industry. Et puis Recyclex gagne 17% après avoir reçu une offre de prêt pour ses filiales allemandes. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune valeur du CAC dans le rouge. On est donc dans une belle séance d'appétit pour le risque. Et dans les hausses du jour, on retrouve Danone. Donc Danone procède à une acquisition et elle est saluée par le marché. C'est la raison pour laquelle le titre Danone gagne 4% et s'approche de ses plus hauts de 2015. Et puis on retrouve également AXA, Renault, donc les secteurs financiers, assureurs et automobiles. Quand les marchés baissent, l'automobile et les bancaires ont tendance à être sous pression et inversement quand les marchés repartent à la hausse. Ce qui m'avait aussi mis la puce à l'oreille hier sur le fait que les marchés étaient tendus, mais qu'on n'était pas non plus dans un marché de peur forte, c'est tout simplement qu'hier, les bancaires françaises se tenaient particulièrement bien. Elles ne chutaient pas fortement. Donc voilà, il y avait une petite hausse des actifs refuges, il y avait une baisse sur les actions, mais rien de dramatique. Et cela devait vous mettre la puce à l'oreille puisqu'on était sur des supports majeurs. Côté statistiques passées, l'ISM non manufacturier aux US est ressorti supérieur aux attentes à 56,5, soit mieux que les 53,3 attendus. Et on a eu aussi le PMI des services qui est ressorti en ligne avec les attentes à 51,4, il était attendu à 51,5. Ce matin à 10h30, on aura les chiffres de la production industrielle en Angleterre. À 14h15, le rapport sur l'emploi hebdomadaire dans le secteur privé aux États-Unis. À 14h30, les permis de construire au Canada, ainsi que les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. À 16h30, on aura les stocks de gaz et à 17h, on aura les stocks de pétrole. Habituellement, on a les stocks de pétrole le mercredi et les stocks de gaz le jeudi. Mais lorsque les États-Unis ont un jour férié dans la semaine, notamment le lundi, eh bien généralement, cela déplace d'une journée les stocks de pétrole. Et c'est pour ça que les stocks de pétrole passent de 16h30 à 17h. Comme ça, il y a les stocks de gaz à 16h30 et les stocks de pétrole à 17h. Et puis pour finir notre présentation, voici un graphique en données horaires sur le titre Valorec avec un beau biseau descendant dont les cours sont en train de tenter de s'extraire à la hausse. Si cette sortie de biseau est validée en données horaires dans les heures qui viennent, eh bien cela voudra dire que le titre Valorec sera passé de 3,50 à 3 €. Il aura perdu pratiquement 20% ces dernières séances alors que les indices corrigeaient et que le pétrole corrigeait également. Mais étant donné que les indices ont touché les supports, étant donné que le pétrole repart à la hausse, eh bien Valorec reprend du poil de la bête. Or, si le rebond devait perdurer et si le pétrole devait accompagner la hausse cet après-midi, notamment suite à la publication des stocks à 17h, eh bien Valorec en profiterait pleinement. Et inversement, bien évidemment. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va commencer comme tous les matins avec le SP500. Le SP500, je ne vous fais pas un dessin, il est haussier à long terme, haussier à moyen terme et haussier à court terme. Il n'y a aucune unité de temps sur lequel le SP500 ne soit pas haussier à part en données horaires où il est neutre sur les 4 dernières séances. Donc voilà, le SP500 a totalement oublié le Brexit.
On a chuté le vendredi et le lundi suite au Brexit et puis on est très rapidement reparti à la hausse. Donc vous voyez qu'en l'espace de 4 séances, on était revenu exactement la veille du Brexit. Les Américains savouaient l'Angleterre quand même, mais considèrent que le Brexit n'a aucun impact sur l'économie américaine. Pour l'instant, la Fed est accommodante, il n'y a donc aucune raison pour les indices américains de chuter. Tant que les indices US, le SP500 sera au-dessus de sa moyenne mobile à 15 séances, il peut très bien repartir à la hausse pour aller chercher les plus hauts de la semaine à 2112, puis les plus hauts annuels à 2127, la veille du Brexit, et enfin les plus hauts historiques à 2137 points. Depuis des mois, je vous décris la macroéconomie, je vous explique à quel point en Europe ce n'est pas évident, mais je vous explique également qu'aux États-Unis, tant que cela tient, et tant que cela tient, ça peut aller chercher des records annuels et historiques. Dans les 15 jours qui vont venir, on va avoir les résultats d'entreprises américains du deuxième trimestre qui devraient être moins pires que ceux du premier trimestre. Or, si tel devait être le cas, je ne serais absolument pas étonné de voir le SP500 enregistrer de nouveaux plus hauts historiques. Bien évidemment, si c'est le contraire, si on vient à casser des supports comme les 2065 points ou bien, plus important, à moyen terme, la zone des 1990-2000 points, ce serait bien évidemment les baissiers qui prendraient la main. Mais pour l'instant, aucun élément exogène, aucun phénomène inconnu ne vient chambouler les marchés. Si vous voulez, on dit souvent que toute l'information est dans les marchés. Les marchés savent que les chiffres américains sont en demi-teinte, les marchés savent que les bancaires européennes sont dans la tourmente, les marchés savent que la Chine se stabilise mais sans plus, et ils savent également que les banquiers centraux sont là en cas de problème. Quand il y a eu le Brexit, on a chuté sur les indices, les banquiers centraux ont dit être présents, être là si nécessaire. De ce principe, les marchés continuent de grimper puisque les banquiers centraux seraient là si on chute. Vous aurez néanmoins remarqué que les indices US, bien évidemment, surperforment très nettement alors qu'en Europe, on est beaucoup moins performant. Néanmoins, on se tient en Europe avec une stabilisation du CAC. Donc le CAC est très fortement remonté la semaine dernière. Lundi, il consolidait sous résistance. Mardi, à cause des nombreuses nouvelles au sujet des banques allemandes, des banques italiennes, des fonds anglais, etc., on a eu de l'aversion au risque. Donc on a chuté en direction de la zone de support des 4100 points. Vous aurez remarqué ici sur mon graphique que j'ai été chercher un seuil qu'on avait testé à plusieurs reprises, les 4070 points testés en janvier, en février, en juin et de nouveau ici en juillet. On est venu chercher ce support intermédiaire. En fait, il faut voir le CAC 40 dans un grand range, entre 3900 et 4600 points, donc un range de 700 points approximativement. Et on va dire que quand on est sous les 4070 points, c'est qu'on est vraiment dans un marché de peur. Lorsque le CAC est passé de 4100 à 3009, que ce soit en février ou pendant le Brexit, c'était parce qu'il y avait vraiment beaucoup de peur. Quand le CAC est au-dessus des 4070 points, il est dans un range de moyen terme. Les cours sont plutôt dans la borne haute entre 4004 et 4006 quand on a des bonnes nouvelles, des bonnes statistiques et qu'on attend plus de quantitative easing de la BCE. Et les cours sont dans le bas du range de moyen terme lorsque les indices sont sous pression, que le pétrole consolide et que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Donc voilà, on a passé une période de mauvaises nouvelles en ce début de semaine. On a frôlé le marché de peur et le fait de casser des supports clés. On les a tenus, on a rebondi hier en fin de séance, le rebond perdure aujourd'hui. Alors attention, on est passé de 4060 à 4160 en l'espace de 12 heures, donc on est quand même remonté relativement rapidement. Il n'est pas dit qu'on reparte tout de suite en ligne droite. Même si on devait se stabiliser pour repartir à la hausse, on peut très bien tenter de tester cette zone des 4100 points. Si dans les séances qui viennent, on tient la zone des 4070-4100 et qu'on relance à la hausse, on pourrait repartir à l'assaut des 4002 puis des 4003. Si et seulement si on casse les 4060 points en cours de clôture, alors il sera temps de changer son fusil d'épaule. Concernant le DAX, c'est un petit peu plus solide que le CAC, puisque vous voyez que le DAX, lui, n'est pas revenu sur ses plus bas annuels au mois de juin. On est resté sur les plus bas ici de la mi-février et de la mi-janvier.
Donc le DAX est plus solide, il est revenu tester les 9350 points, la borne basse de son range de moyen terme. Les acheteurs se sont présentés et on arrive à se stabiliser ce jour. Tant que le DAX est au-dessus des 9350 points, on est dans un range. Et dans un range, lorsque l'on se trouve dans le bas du range, eh bien, tant que les supports tiennent, les acheteurs gardent potentiellement la main. Donc si et seulement si on vient à clôturer sous 9350 et met en danger les plus bas du Brexit, alors on parlerait de forte aversion au risque, de risque de chute des marchés et potentiellement on pourrait retourner sur les plus bas annuels. Mais tant que les supports que je vous ai indiqués hier tiennent, eh bien les acheteurs gardent la main. Donc voilà pour le CAC, le DAX et le SP500. Et si vous voulez savoir s'il y a de la peur sur les marchés, vous pouvez regarder le VIX, l'indice de volatilité. Je vous ai expliqué que mardi, malgré la baisse des indices, le VIX n'était pas forcément monté, que hier en séance, même si les indices baissaient vers les supports, la volatilité n'était pas forte du tout. Et je vous ai expliqué que pour que les marchés déraillent, lâchent, cassent des supports, soit dans la peur, eh bien généralement il faut qu'il y ait une hausse de la volatilité qui engendre des cassures, des décalages. Or, la volatilité hier n'a pas bougé d'un poil, elle a même chuté en fin de séance, et cela, ça voulait dire qu'on était plutôt dans un marché de complaisance. On va passer sur les actions. Dans les actions, très peu de baisse. On a principalement des hausses ce jour. Danone gagne 6%, retrouve ses plus hauts de 2015 et a inscrit peut-être même un nouveau plus haut historique ce matin. C'est cela. Danone est dans une magnifique tendance haussière depuis 8 ans qui perdure pour le moment et inscrit un nouveau plus haut historique ce matin grâce à une acquisition. Ensuite, on retrouve Eramet qui profite du rebond des matériaux de base. On retrouve aussi beaucoup de titres jusqu'ici délaissés qui tentent des rebonds, comme Zodiac, qui est venu hier chercher ses plus bas du mois de juin et du mois de mai. Donc typiquement, Zodiac est dans un range et quand on est revenu vers le bas du range, eh bien, les acheteurs se sont présentés ici. CGG Veritas, on était sur support ou à proximité, on a réagi. Neopost, c'est un titre délaissé qui depuis le début de l'année est dans un triangle. On approche peut-être de la sortie du triangle. Il serait intéressant de surveiller une éventuelle cassure des 21,90, 22 € sur Neopost, car si tel devait être le cas, ça voudrait dire que les cours s'échappent d'un triangle dans lequel on est depuis 6 mois à la hausse, et ce serait significatif. A contrario, tant qu'on ne passe pas à la borne haute, on peut continuer d'évoluer à l'intérieur de cette figure. On retrouve dans les hausses aussi Forestia dont on avait vu hier que le titre s'approchait d'une zone de soutien. D'ailleurs, hier, j'avais tracé une oblique qui passait par tous les plus bas et je vous avais dit « Ah, je ne crois pas qu'elle est valide puisqu'on est en train de tenter de la casser. » Et vous pouvez voir qu'avec la remontée des cours en fin de séance, eh bien, on a préservé cette oblique qui passait par tous les plus bas. Donc, on peut dire que le titre s'est fait une frayeur hier avant de rebondir ce jour, à l'image de ce qu'ont fait en fait l'ensemble des marchés. On retrouve donc aussi Valorec, qui rebondit sur les 3 €. On retrouve EDF, délaissé cette année, qui tente de réagir sur ses plus bas. Natixis, une bancaire, sous pression comme les autres, qui rebondit un petit peu. Puis on retrouve Genfit, la biotech, qui profite un petit peu de l'appétit pour le risque à court terme. Donc dans les hausses du jour, on retrouve des titres sur lesquels il y a de l'actu, comme Danone. Et puis on retrouve des titres délaissés, des titres des matériaux de base et des titres du pétrole. Ensuite, on va passer aux matières premières. Alors, je regarde en même temps les questions. Jérémy me dit « Bonjour Nicolas, j'aimerais avoir votre avis sur l'action CGG. » Alors, CGG, on l'a regardé il y a 2 petites secondes. CGG, c'est une parapétrolière. Elle est sur une zone de soutien clé à 0,58, 0,60. Tant que cette zone de support tient et tant que le pétrole est orienté à la hausse, eh bien CGG pourrait être recherché. Donc tant qu'on est au-dessus de ce support majeur qui a tenu en avril, en mai et en juin, les acheteurs peuvent tenter de reprendre la main et de repartir vers la borne haute du triangle dans lequel les cours sont depuis 4 mois. Donc voilà, tant qu'on est au-dessus de 0,58, 0,60, on est sur support. Et pour qu'on aille plus haut, il faudra notamment cet après-midi que les stocks de pétrole fassent grimper les cours du pétrole. Ce serait une bonne chose pour tout le secteur pétrolier et parapétrolier.
Jérémy, un autre Jérémy me dit les 3 dernières bougies baissières dessinent une figure, les 3 corbeaux, la baisse devrait donc continuer. Alors Jérémy, quand vous me posez une question dans le chat, n'hésitez pas à dire sur quel actif se porte votre remarque. On a effectivement eu 3 chandeliers baissiers sur le CAC 40. Néanmoins, le premier chandelier s'est fait un jour férié et vous pourrez noter que le 3e chandelier baissier, celui d'hier, eh bien, on a une longue mèche basse sur support avant une remontée des cours en fin de séance. Généralement, les 3 corbeaux, ça va être 3 chandeliers baissiers pleins qui indiquent que la baisse pourrait effectivement perdurer. Ici, vous voyez 3 chandeliers haussiers pleins, ensuite 3 chandeliers baissiers. On n'a pas de figure particulière à sortir de cela. On est tout simplement dans un range, et même si les réactions haussières ou baissières peuvent paraître puissantes, tant qu'on ne casse pas la borne basse ou la borne haute du range, ça ne sert à rien d'être dans l'anticipation. Donc pour le moment, on est passé de résistance à support, le support a tenu, les acheteurs ont la main, donc à court terme, ce n'est donc pas la baisse qui devrait donc continuer, mais c'est la hausse qui prend le pas. Nicolas Lefort me dit j'adore la matinale, je viens d'ailleurs de m'inscrire pour passer de YouTube en live. Écoutez Nicolas, content que vous ayez trouvé le chemin pour venir nous rejoindre. Olivier nous dit les bons chiffres US atténuent-ils le risque de récession ou au contraire et paradoxalement l'augmentent-ils? Alors Olivier, les bons chiffres n'augmentent pas la probabilité de la récession, ils l'atténuent. Néanmoins, comme je vous l'ai expliqué dans le webinaire que j'ai fait avec Véronique Riche-Flores sur les États-Unis, même si les chiffres s'améliorent sensiblement dans certains pans de l'économie, les chiffres dans leur ensemble, et notamment les chiffres d'affaires d'entreprise, les résultats nets, etc., sont rentrés depuis déjà quelques trimestres dans une phase de retournement. Et même si ce trimestre et le suivant, les chiffres devaient s'améliorer sensiblement et repartir à la hausse, eh bien, ça ne changerait rien à cette fin de cycle qui est en train de se mettre progressivement à la hausse. Voilà. Donc, ça va juste nous faire être un petit peu plus positif à court terme. Ça va nous faire envisager possiblement une hausse de taux d'ici la fin de l'année aux États-Unis. C'est ce qui permettrait de dire que la Fed a eu raison, qu'elle a un bon diagnostic sur l'économie américaine et que tout va bien aux US et donc que les États-Unis pourraient aller faire des nouveaux records. Malgré tout, nous savons que les États-Unis sont en fin de cycle et qu'ils sont chèrement valorisés. Donc, si les chiffres économiques sont bons dans les semaines qui viennent, si les chiffres d'entreprise sont bons et permettent aux indices américains d'aller faire des nouveaux records historiques, auquel cas le CAC 40 aurait quand même beaucoup plus de chances d'être à 4300 ou à 4400 que d'être à 3800 points, puisque les indices européens suivent quand même les indices américains, mais avec une sous-performance notable. Donc je pense que si on avait justement ces bons chiffres économiques et d'entreprises qui faisaient remonter les indices US sur de nouveaux records, eh bien cela serait potentiellement encore plus l'opportunité de profiter de prix élevés pour potentiellement couvrir son portefeuille ou tenter des stratégies agressives à la baisse. On dit souvent qu'un marché haussier naît dans le pessimisme et un marché baissier naît dans l'euphorie. En ce moment, les acteurs des marchés sont pessimistes et négatifs. Or, puisqu'ils ont été pessimistes et négatifs et qu'on est revenu sur des supports clés avec le Brexit, eh bien, c'est la hausse qui a pris le pas. Et je pense que pour qu'on assiste vraiment à un retournement de marché baissier sur des fondamentaux en dégradation, il faut d'abord qu'on monte, qu'on soit euphorique, que tout le monde dise que tout va bien, que tout va monter plus haut. Et alors, à ce moment-là, il conviendra possiblement d'être contrarien. Il ne faut pas être baissier quand tout le monde est baissier et haussier quand tout le monde est haussier. Il faut faire l'inverse. C'est la raison pour laquelle à chaque fois qu'on est revenu vers 4500, 4600, je vous ai dit qu'on était sous la zone de gap annuel et qu'il y avait des risques baissiers forts. Et c'est la raison pour laquelle, même si fondamentalement à moyen terme j'ai tendance à être plutôt baissier, eh bien je me suis entaché à vous mettre en avant le fait qu'on était sur des supports suite au Brexit et qu'on pouvait remonter. Et c'est exactement ce que j'ai fait de nouveau hier quand on était sur les supports.
Alors Brigitte pose une question intéressante et dit bonjour, justement, l'or peut-il continuer encore à être haussier? Alors ce qui est magnifique Brigitte cette année avec l'or, c'est que l'or monte, que les indices montent ou baissent. Il y a des moments où les indices montaient et où l'or montait en même temps. Ça dépend aussi du comportement du dollar et ça dépend aussi du comportement des taux. À partir du moment où il y a de l'aversion au risque, ça profite à l'or. À partir du moment où le dollar est sous pression, ça profite à l'or. Et à partir du moment où ces deux facteurs ne sont pas réunis, eh bien, le fait très simple que les taux soient de plus en plus négatifs et le fait qu'il y ait de plus en plus d'obligations en Europe avec des rendements négatifs, eh bien, ça rend attractif l'or de par son rendement nul. L'or est un actif qu'on achète qui a un rendement nul et il vaut mieux un rendement nul qu'un rendement négatif. C'est la raison pour laquelle il y a plein d'opérateurs qui sont passés du marché obligataire sur le marché des métaux et c'est pour ça que l'or et l'argent sont aussi soutenus depuis le début de l'année. Donc plutôt que de regarder les indices ou le dollar ou autre, sur l'or, je vous invite vraiment à faire de l'analyse technique. L'or est dans une tendance haussière à moyen terme, une tendance haussière à court terme. Tant qu'on est au-dessus des supports, on peut continuer de grimper. Quand on casse des supports, on devient plus prudent et on attend un retour sur les supports suivants. C'est ainsi que j'analyse l'or depuis le début de l'année, avec un biais haussier de moyen terme, puisque des signaux nous ont été donnés en début d'année et que l'on sait que l'année 2016 est et va être une année particulièrement houleuse sur les marchés. Donc voilà, l'or vient quand même de gagner 170 $ à la hausse. On a le NFP vendredi, les chiffres du chômage américain qui vont faire bouger le dollar et donc les matières premières. Concernant l'or, j'aime à penser, j'aime à dire que l'or aime bien faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et donc, quand on est dans une tendance haussière de fond, généralement afin d'améliorer son timing, on va plutôt privilégier non pas les accélérations haussières, mais les retours sur support. À chaque fois que l'or est revenu sur un support clé, on est reparti très vivement à la hausse et c'est ainsi, je pense qu'il est intéressant de suivre l'or plutôt que de l'acheter à chaque fois qu'on casse des résistances, ce qui implique un timing un petit peu moins bon, mais après ça dépend de votre façon de faire. Alan me dit quel est le support sur l'or. Alors sur l'or c'est très simple, chaque résistance cassée devient support. Les 1358 anciens plus hauts du 24 juin étaient résistances, on les a cassés mercredi hier, donc 1258 fait support. Tant qu'on est au-dessus de 1258 $, on peut continuer de grimper en direction des 1400. Si les 1358 cassent, il y aurait un risque de retour vers les 1330, voire les 1300 $. Et c'est pour ça qu'on peut être haussier la plupart du temps. Et puis quand on casse un support, on devient plus prudent et on attend les retours sur les supports suivants. Alors, on va regarder un petit peu toutes ces matières premières. Le soja a cassé son support hier de justesse et reste dessous ce jour, mais on peut constater que la baisse n'est pas très franche et que la tendance haussière de fond reste haussière. Donc le soja à court terme, je préfère être neutre que parler de risque baissier car le potentiel semble restreint au vu de la bonne tenue des cours ces dernières séances. Le maïs, il a cassé violemment son support moyen terme à 343. Il faudra voir dans les séances qui viennent si on remonte violemment au-dessus de ce support et si on arrive à le préserver ou non en données hebdomadaires. Car si on arrivait d'ici la fin de la semaine à revenir au-dessus de ce support, ça voudrait dire qu'on ne le validerait pas en cassure hebdomadaire et donc qu'on serait potentiellement sur une zone basse. Le pétrole Brent, il est venu toucher le bas de son range et il a réagi. Le pétrole est passé de haussier à neutre. Si et seulement si on casse les supports, on peut passer baissier. Tant que les supports tiennent, les cours sont neutres dans une tendance haussière de fond à moyen terme et donc la hausse peut rester, peut se maintenir. Cet après-midi à 17h, on aura les stocks de pétrole. Si les stocks déçoivent les opérateurs, on reviendra vers les supports. Si au contraire les stocks sont en forte baisse et que les cours du Brent arrivaient à réintégrer le canal haussier ici en bleu, ce serait particulièrement haussier. Concernant le gaz, il se stabilise après avoir corrigé. Il était en hausse de 45% en l'espace d'un mois et demi. Il est légitime qu'il y ait eu des prises de bénéfices. Concernant les cours de l'argent, vous noterez que l'argent monte par vague, tout comme l'or, vague haussière, consolidation, vague haussière, consolidation, vague haussière,
Consolidation, point d'interrogation. J'aurais tendance à penser, suite à la forte hausse de cours récente, que avant le prochain mouvement haussier éventuel à venir, eh bien, une respiration des cours pourrait arriver. Donc cela, on verra cela demain avec le NFP. Si le dollar est sous pression, les matières premières, les métaux notamment, pourraient continuer de grimper. Si le dollar devait être recherché car le NFP était particulièrement bon, eh bien les métaux pourraient consolider et les indices pourraient, eux, repartir à la hausse. Le blé dont je vous ai parlé au début de cette émission, il est sur un support énorme, un support pluriannuel testé en 2002, 2003, 2008, approché en 2009 et nous y voici en 2016. On est sur un support majeur, on a baissé pendant 4 semaines consécutives avant de venir toucher ce support. Si on devait clôturer ainsi, on aurait un chandelier en marteau. Le marteau est un chandelier de retournement haussier. À court terme, on a 2 belles mèches basses sur le support qui montrent bien que les acheteurs y sont présents. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle réaction que nous avons sur le blé sur un support pluriannuel. Et si les acheteurs devaient prendre la main et valider ce support, eh bien cela serait significatif d'un point bas éventuel de moyen terme. Ensuite, quoi d'autre sur les matières premières? L'or, on en a parlé. Et puis, il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'intéresse, si ce n'est que le jus d'orange continue de faire un nouveau plus haut annuel ce jour. Vous voyez, les cours du jus d'orange étaient depuis 6 mois comprimés dans un range et ils sont très violemment sortis à la hausse. Donc voilà, on a fait le tour des indices, des actions, des matières premières. Concernant le Forex, on est dans des situations d'attente et on attend le NFP de demain. On a fait le tour et j'ai répondu à vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, une bonne journée, un bon appétit et je vous retrouve demain à 10h tapante pour la matinale.